Développer une toute nouvelle forme de propulsion pour envoyer des fusées dans l'espace, c'est l'ambition de cette start-up bordelaise qui s'appelle Hyperspace et qui veut non seulement rejoindre le marché du spatial, mais aussi le disrupter. Sylvain Bataillard, cofondateur d'Hyperspace, est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Alors, il paraît que chez Hyperspace, vous appelez tous vos produits avec des noms en rapport avec Star Wars. C'est vrai ? C'est vrai que c'est une petite tendance qu'on a. On a commencé comme ça pour la blague, et puis bon, du coup, vu qu'on a commencé, on continue comme ça. Mais pas uniquement. Par exemple, notre lanceur suborbital s'appellera Baguette One. Baguette pour la blague, mais ça va pas c'est très franco-français, quoi. Voilà, mais vu que c'est très international, le marché du spatial, on voulait quand même garder une petite patte française. On va y revenir sur ce positionnement français au milieu du marché européen. Alors, Hyperspace veut mettre au point une propulsion hybride. C'est quoi une propulsion hybride aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, on va commencer par ça. Alors, actuellement, dans l'industrie spatiale, il y a deux types de propulsion qui sont utilisés. La propulsion liquide et la propulsion solide. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients qui sont à l'opposé du spectre. C'est-à-dire que la propulsion solide, on va commencer par la propulsion solide. C'est-à-dire, on connaît tous ça, c'est en gros ce qu'il y a dans les feux d'artifice. C'est de la poudre, c'est-à-dire qu'il y a le comburant et le carburant qui sont mélangés ensemble dans la même phase. Donc, c'est pas compliqué à faire, à produire, à concevoir. Et en fait, c'est un propulseur où on met la poudre à l'intérieur et il suffit d'en mettre une étincelle et ça pousse. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas moduler la poussée ni éteindre le moteur. C'est comme si vous aviez une brique sur votre accélérateur de la voiture. Voilà, on voit que c'est pas cher, mais on voit l'inconvénient. À l'opposé, on a la propulsion liquide. C'est-à-dire que le comburant et le carburant sont stockés dans des réservoirs séparés et ils sont pompés dans une chambre de combustion où ils réagissent entre eux. Et donc, ça crée des gaz chauds qu'on éjecte à travers la tuyère et ça pousse. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On utilise les deux aujourd'hui. Donc, l'inconvénient de cette technologie, c'est que c'est compliqué. Il faut des turbopompes, ça coûte cher, c'est des pièces très complexes. En fait, les turbopompes, ça va être, si je peux schématiser, c'est de l'horlogerie suisse, mais qui tourne à 100 000 tours minute. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est cher et complexe. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut moduler la poussée et éteindre le moteur et le rallumer. Donc, on a beaucoup plus de modularité opérationnelle et c'est beaucoup mieux. Donc, mais par contre, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est les deux technologies qu'on utilise. Quand on voit Ariane 5, les boosters sur les côtés, c'est de la propulsion solide et le corps central est en propulsion liquide. Donc, c'est les deux qu'on utilise, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, comme je l'ai expliqué. Et donc, l'idée, c'était de ne pas prendre cette solution-là. Exactement. Il existe une troisième technologie, la propulsion hybride. Alors, hybride, c'est pas du tout électrique, c'est hybride entre le solide et le liquide. C'est-à-dire qu'on a le comburant qui est stocké à l'état liquide dans un réservoir, qui est injecté dans une chambre de combustion, qui contient le carburant, qui lui est à l'état solide. L'avantage de cette technologie, c'est que c'est beaucoup plus simple que la propulsion liquide, donc c'est beaucoup moins cher. On peut aussi éteindre le moteur, moduler la poussée et le rallumer, mais on a l'avantage que ça soit aussi non pyrotechnique. C'est-à-dire que la propulsion solide, c'est de la poudre, donc c'est très dangereux, il y a des normes de sécurité qui vont avec. C'est très versatile. Voilà, c'est ça. Donc l'avantage de la propulsion hybride, c'est que ça n'a pas ces inconvénients de la propulsion solide, et c'est beaucoup moins cher, donc ça n'a pas non plus les inconvénients de la propulsion liquide. Et ça paraît un peu fou ce que vous nous dites, parce qu'en fait, on dirait que la solution était là, et qu'il suffisait de la faire, et qu'elle est juste assez facile à réaliser. Donc concrètement, vous prenez le meilleur des deux solutions. Qu'est-ce qui rend ça difficile ? Alors en fait, c'est sûr que quand je dis ça, on a envie de se dire, bah alors pourquoi personne ne l'utilise ? A priori. Pourquoi on s'ennuie avec du liquide et du solide séparés ? Alors en fait, la raison pour ça, c'est que actuellement, même si la propulsion hybride sur le papier est parfaite, dans la réalité, il y a un verrou technologique qui fait qu'on perd en fait en efficacité de combustion dès qu'on veut un moteur de grande taille. Donc dans la pratique, elle n'est pas aussi bonne que dans la théorie, cette propulsion. Et si on se retrouve, on comprend vite que si on se retrouve avec un moteur qui ne pousse plus, ça perd l'intérêt du moteur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une innovation technologique de rupture. On a vraiment complètement changé l'architecture interne même du propulseur hybride. C'est une innovation qu'on a brevetée dans le monde entier. Et ça permet de lever ce verrou technologique-là. Et donc d'avoir une combustion efficace, quelle que soit la taille du moteur. Et donc d'avoir un propulseur hybride aussi efficace dans la pratique que dans la théorie. Et donc l'idée, c'est que cette technologie, elle est applicable uniquement ou en priorité pour des petits lanceurs ?
Alors jusqu'à maintenant, c'est une technologie qui ne marche pas dans l'état de l'art actuel, si on enlève notre innovation. Donc on a développé cette innovation, on commence par forcément un lanceur, vu que c'est là qu'il y a le marché le plus évident. C'est là que, comment dire, oui, c'est là que le marché est le plus conséquent. Et on ne va pas commencer directement à faire des lanceurs lourds, c'est quand même déjà un très très gros challenge de faire un petit lanceur. On verra ce que ça donne sur un petit lanceur, mais non, c'est pas forcément exclu. Et alors concrètement, c'est Baguette One qui décollerait, c'est ça? C'est votre propre lanceur qui décollerait avec vos propres propulseurs? Tout à fait. Alors en fait, notre différenciant technique, c'est le propulseur. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment c'est là-dessus qu'on met beaucoup de force de recherche et développement. Par contre, en termes de business model, de marché, on ne peut pas juste vendre des propulseurs. Vous pourriez, il y a de nouveaux acteurs qui font des fusées. Oui, mais en fait, quand ils font des fusées, ils font pas sachant que dans une fusée, une fusée, c'est 90% de propulseurs. Donc, ils ne vont pas faire juste l'enveloppe de la fusée et ensuite se dire, bon, est-ce que j'achète mon moteur? En général, tout le monde fait son moteur en interne. Donc, nous, on n'aurait pas de clients qui voudraient acheter notre moteur. Donc, on se retrouve à faire aussi notre lanceur nous-mêmes. Mais donc, ça, vu que notre expertise technique est vraiment sur la propulsion. On développe notre moteur et ensuite on va s'associer avec des industriels qui, eux, maîtrisent les autres points. Donc on fait vraiment un consortium industriel, un partenariat avec les gens qui maîtrisent le composite, l'électronique, les algorithmes de contrôle. Et en fait, on vient construire notre lanceur autour de notre propulseur. Il y a une notion environnementale dans votre démarche? L'objectif d'aller chercher un autre moyen de propulsion, c'est aussi pour aller chercher une empreinte carbone peut-être plus légère? Oui, tout à fait. De notre point de vue, à l'heure actuelle, quand on parle d'un moyen de transport, aussi spatial soit-il, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'empreinte carbone. À l'heure actuelle, je pense que c'est plus possible. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dès maintenant, d'autant plus que l'industrie spatiale, même si maintenant, en termes d'activité, d'empreinte carbone, c'est complètement anecdotique par rapport au reste, c'est une industrie qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Donc on pense qu'il faut y réfléchir dès maintenant pour essayer de minimiser l'impact carbone de cette industrie-là. L'avantage de notre technologie, c'est qu'on lève le verrou technologique grâce à l'architecture, ce qui nous laisse le choix de choisir le comburant et le carburant qu'on souhaite. Le choix du carburant, qui est donc un carburant solide, notre choix s'est porté vers un polymère qu'on utilise tous dans la vie de tous les jours. C'est du PEHD, ça s'appelle. C'est un nom un petit peu barbare, mais on connaît tous très bien. Moi, je ne connais pas. Mais c'est les bouchons de bouteille, par exemple. Voilà, c'est du PEHD. Donc, vous connaissez quand même. Oui. Donc c'est un polymère qui est très courant et qui, en fait, en réagissant avec l'oxygène liquide dans notre moteur, va donner une poussée très forte et donc va permettre d'envoyer la fusée en orbite. Ce polymère-là, il a un avantage énorme, c'est qu'il est très facilement recyclable, voire biosourçable. Donc c'est-à-dire que déjà à l'heure actuelle, sur nos démonstrateurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais on est très orienté sur les essais, donc on a déjà beaucoup de démonstrateurs, on fait des essais très régulièrement. Nos blocs carburants en polymère sont issus du recyclage. Et donc à terme, on veut vraiment garder ça, voire pousser jusqu'à être biosourcé, ce qui ferait qu'on aurait une fusée avec un carburant qui ne serait pas issu de ressources fossiles, qui serait soit issu du recyclage avec des polymères du PEHD qui existaient déjà, voire de déchets verts transformés en carburant pour fusée. Ça pourrait faire un super slogan, quoi. Recycler et vous ferez décoller des fusées. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, vous disiez que vous aviez... Alors, vous avez choisi la piste du développement durable parce que c'est important aujourd'hui. Votre modèle économique, c'est d'avoir vos propres fusées. Comment vous arrivez à vous inscrire? Parce que vous êtes là dans un secteur ultra concurrentiel. Vous choisissez une méthode qui doit être prouvée. Comment vous faites? Tout à fait. Alors oui, en effet, c'est sûr que c'est un gros challenge. À l'heure actuelle, il y a environ 250 projets de micro-lanceurs dans le monde. C'est énorme. Sur ces 250 projets de micro-lanceurs, à peu près 98% ont choisi le modèle technologique de Rocket Lab, qui lui lance des fusées déjà depuis maintenant plus de 5 ans, avec 100% du marché, qui est celui de la propulsion liquide imprimée en 3D, avec de la fabrication additive. Donc 98% de ces 250 projets ont choisi ça, et il y en a très très peu qui ont choisi autre chose. C'est notre cas. Donc on a choisi la propulsion hybride avec la levée de ce verrou technologique. En fait, on ne le fait pas pour l'amour de développer, d'essayer quelque chose de nouveau, même si c'est vrai que c'est quand même intéressant. L'avantage, c'est que cette technologie est beaucoup moins chère que la propulsion liquide.
Donc, une fois qu'on arrivera sur le marché avec notre lanceur, on sera environ 2 fois moins cher que tous les autres lanceurs qui, eux, sont à propulsion liquide. Et c'est comme ça que, même en ayant beaucoup de retard par rapport aux Américains ou dans une moindre mesure aux Allemands, on peut arriver sur un marché et gagner des parts de marché puisqu'on est moins cher que les acteurs existants. Ça permet de combler le fait qu'on arrive plus en retard par rapport aux autres. Et cette culture du proof of concept très tôt, c'est aussi l'idée d'aller convaincre les investisseurs ? Oui, c'est-à-dire que nous, on a vraiment une approche de l'expérimental. Les simulations, les présentations PowerPoint, c'est sympa, mais il n'y a rien qui vaut vraiment le hardware, comme on dit. Donc vraiment les essais de propulsifs, on mesure, on analyse les données, on en déduit ce qu'il faut déduire, on fait des améliorations. Donc on est vraiment très très orienté là-dessus. Et en effet, je pense que c'est ça qui a permis de convaincre entre autres les investisseurs dans notre première levée de fonds qu'on a fait l'année dernière. Voilà, de voir qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Aujourd'hui, vous avez rejoint le fonds Géodésique. Est-ce que vous disposez de suffisamment d'éléments de financement ? Alors, pour faire un lanceur, c'est sûr qu'actuellement, non. Mais donc l'année dernière, on a fait notre levée de fonds en amorçage donc, qui arrivait à environ 2 millions d'euros. Ouais. Pour l'année 2023, on prépare notre série A actuellement. Mais voilà, c'est sûr qu'il va falloir faire des levées de fonds successives. Il vous faudrait combien pour arriver au bout d'un tel projet ? Au bout d'un tel projet, environ de 30 à 40 millions d'euros pour arriver vraiment au premier lancement orbital. Est-ce que c'est des fonds qu'on peut espérer obtenir en France ou en Europe ? Alors, vous m'auriez posé la question il y a 2 ans. J'aurais été très très mitigé. Cependant, il y a eu vraiment un virage à 180 degrés qui a été mené par le gouvernement, notamment avec le plan France 2030. Dont vous faites partie, vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. On a été les premiers lauréats en fait, de l'appel à projet mini et micro-lanceurs lancé par le gouvernement l'année dernière. Donc, en tout cas, les ambitions affichées par le gouvernement sont vraiment claires et très importantes. Il y a vraiment de développer un micro-lanceur français. Et pour ça, il y a les fonds qui sont mis en face. Mais ce ne sera pas suffisant, il faut aller chercher des investisseurs privés. Tout à fait. Il y a un effet de levier forcément à avoir. Et on arrive à convaincre aujourd'hui des investisseurs privés quand on est disruptif dans le spatial ? Mais je pense, pour l'instant, on n'a pas de souci. Mais oui, je pense que c'est même bénéfique d'être disruptif dans le spatial. C'est-à-dire que de ne pas faire tout comme tout le monde, je pense que c'est très important dans cette industrie qui est... à l'heure actuelle, dans l'industrie spatiale, on a vraiment besoin d'innovation forte. C'est la NASA et la DARPA qui ont annoncé hier, je crois, qui développaient un moteur à propulsion nucléaire pour aller sur Mars. On en parlait aujourd'hui en actualité, c'est un sujet intéressant que vous relevez. Quel est votre regard ? Alors, vous avez choisi aussi une propulsion disruptive et la NASA qui annonce cette semaine qu'elle veut une propulsion nucléaire. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que vous êtes trompé ? Je pense qu'il y a assez de cas d'application différents pour l'industrie spatiale et surtout ce qu'elle va devenir pour qu'il y ait toutes ces technologies qui coexistent avec chacune des objectifs différents. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment cette prise de risque de développer quelque chose de nouveau. Oui, mais ce n'est pas difficile pour la NASA. Je pense que c'est quand même difficile pour eux, une propulsion nucléaire. Mais oui, disons que... Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont la technologie pour le tester, ils ont les infrastructures pour le faire. Bien entendu, mais ils se le permettent, cette prise de risque et cette façon de voir les choses. C'est une aversion au risque qui est aux États-Unis quand même beaucoup plus faible qu'en Europe. Et cet esprit de tester des nouvelles choses. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin en Europe, en France et surtout dans l'industrie du spatial où il faut vraiment innover pour changer vraiment. Technologiquement, c'est viable de construire une propulsion nucléaire, puisqu'on vous a et que vous êtes spécialisé, hein. Vous dirigez toute la partie technique d'Hyperspace, alors peut-être que vous pouvez nous éclairer. Alors, je ne suis pas le directeur technique d'Hyperspace, mais bon, je connais quand même maintenant bien, je connais quand même très bien la propulsion hybride. Malheureusement, en propulsion nucléaire, je ne m'y connais pas beaucoup, puisque c'est vraiment très très différent. Mais c'est sûr qu'il y a des challenges techniques qui sont très très forts, qui vont devoir relever, notamment, moi, le premier challenge que je vois, c'est celui de la sécurité. Puisque les fusées qui explosent au décollage, même un petit peu plus loin, c'est pas inédit, ça arrive régulièrement. Il y a encore le lanceur Vega qui a eu un problème malheureusement au mois de décembre, voilà, tout à fait.
On s'imagine qu'un moteur nucléaire qui se retrouve à exploser sur un pas de tir, ce serait vraiment dommage. Donc j'imagine qu'ils y ont pensé. A priori. A priori, ils y ont réfléchi. C'est vrai que ça paraît incroyable. Et c'est là qu'on voit qu'on peut faire quand même aller très loin dans ce qu'on peut tenter technologiquement. On peut revenir sur votre positionnement. On a parlé de financement, on a parlé de votre technologie. Revenons sur le fait que votre lanceur s'appellera Baguette, parce que c'est assez démonstratif. Est-ce que vous voyez comme une start-up française ou une start-up européenne? Est-ce qu'il faut être positionné sur ce sujet-là? Alors, au niveau du marché, c'est difficile d'être franco-français. Quand on voit que même en Europe, sur le marché des microsatellites, il n'y en a qu'environ 10% qui est en Europe. Notre marché ne sera pas français, il ne sera pas non plus européen, il faudra qu'il soit mondial. Donc là, on a déjà entamé tout ce qu'il faut pour s'assurer de récupérer des parts de marché dans le monde entier. Cependant, tout ce qui va être recherche et développement, on veut garder ça en France, on veut garder un savoir-faire français, on veut participer vraiment au renforcement du tissu industriel français, technologique en général, mais dans le spatial aussi. C'est pour ça que vous avez choisi Bordeaux? Alors, c'est historique. C'est historique. C'est quand même un territoire technologiquement assez historique pour la propulsion. Oui, alors ça c'est sûr. Mais il s'avère qu'on était déjà à Bordeaux, donc très bien. Mais ça nous arrange vraiment beaucoup, puisque premièrement, il y a tout un bassin de savoir-faire, puisque voilà, pour l'anecdote, nous on est situé rue Ariane, voyant. Donc il y a 2 sites Ariane Group, 3 sites Ariane Group dans un rayon de 5 km. On a Thales, on a Dassault, on a vraiment tous les très grands industriels du secteur. Donc il y a vraiment, pour trouver des talents, il n'y a pas trop de soucis. Il y a vraiment plein de gens très intelligents. Voilà. Donc c'est l'avantage. Un deuxième avantage, c'est qu'on a les infrastructures d'essai de la DGA SN Missile, qui est située en Gironde. Donc c'est là qu'on va faire nos essais de notre démonstrateur. Donc il y a plein d'avantages d'être à Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'on a voulu y rester. Quelle est la prochaine étape? Quand est prévu le décollage? Alors, donc la prochaine étape en tout cas pour 2023, c'est l'essai du moteur à pleine échelle. Pleine échelle, c'est-à-dire 1 mètre de diamètre, 5 mètres de long. Donc ça va être tiré au sol en 2023. Ensuite, un premier vol suborbital donc avec Baguette One fin 2024. Et le vol orbital, donc cette fois-ci on peut vraiment mettre des satellites en orbite avec notre lanceur orbital Baguette One, qui se raccourcit en Obi-Wan. Voilà, encore un excellent. Est-ce que d'ici là vous aurez 2023. Convaincu, vous pensez peut-être des institutionnels ou des acteurs historiques de participer à l'aventure avec vous? Alors je pense qu'on a déjà convaincu des institutionnels, notamment la DGA SN Missile qui nous suit depuis le début, enfin la DGA en général, puisqu'on a aussi on était en relation avec des experts d'un certain pôle de la DGA qui ont expertisé vraiment notre technologie. C'était vraiment au tout début, qui ont dit ah oui vraiment ils ont vraiment quelque chose de nouveau. Il faut pousser pour aller plus loin. Donc on travaille avec la DGA, on travaille aussi avec l'ONERA. Et bien entendu avec le CNES, qui est aussi d'ailleurs qui fait l'expertise technique de France 2030. Et vu qu'on a été sélectionné, on était le premier projet sélectionné, j'estime qu'on peut dire que le CNES nous soutient. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de... on est déjà largement soutenu par les institutions publiques et aussi on discute avec des industriels français en parallèle. Merci beaucoup Sylvain Bataillard d'avoir pris le temps de venir nous présenter les technologies de votre start-up, celle que vous avez cofondée, qui s'appelle donc Hyperspace, start-up bordelaise qui veut créer une propulsion hybride pour disrupter en quelque sorte le secteur spatial. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.